Bonjour. Dans une lettre au Congrès, le directeur du renseignement national affirme que la Chine s'est immiscée dans l'élection présidentielle, mais aussi que les analystes impliqués dans l'évaluation ne voulaient pas assumer la responsabilité de diffuser ces informations. Dans son rapport d'évaluation, le directeur du renseignement national John Ratcliffe affirme que la Chine s'est effectivement immiscée dans les élections fédérales de 2020. Il a présenté ses conclusions dans une lettre adressée au Congrès et datée du 7 janvier. Ratcliffe prétend également que la direction de la CIA a supprimé les renseignements concernant l'ingérence de la Chine dans les élections. Ratcliffe a pris note d'un rapport du médiateur analyste de la communauté du renseignement, Barry Zuloff, et a déclaré, je cite, « Le médiateur a découvert que la direction de la CIA a pris des mesures pour faire pression sur les analystes afin qu'ils retirent leur soutien à cette thèse au sujet de la Chine dans une tentative de la supprimer. Le rapport du médiateur analyste estime que cela est le résultat de la politisation de l'ingérence étrangère dans l'élection. Cette lettre vient seulement d'être révélée. Le Washington Examiner a publié la lettre de Ratcliffe et le rapport du médiateur le 17 janvier, 10 jours après la publication du rapport original. La Chambre ayant voté la mise en accusation du président Trump la semaine dernière, le procès pourrait avoir lieu après qu'il ait quitté ses fonctions. Mais selon Alan Dershowitz, professeur à la retraite de la faculté de droit de Harvard, cela ne devrait pas avoir lieu. Le professeur émérite de la faculté de droit de Harvard considère qu'il est anticonstitutionnel de mettre en accusation le président Trump après son départ. Si vous pouvez mettre en accusation toute personne qui n'est pas un président en exercice, il n'y a plus de limite au pouvoir du Congrès pour juger les citoyens ordinaires. C'est tout simplement inconstitutionnel, et le Sénat ne devrait pas procéder à cet acte anticonstitutionnel. Il a déclaré à Fox News dimanche que, je cite, « Le but de la destitution est de démettre un président en exercice », en donnant l'exemple de l'ancien président Richard Nixon qui a démissionné au lieu de faire face à un éventuel procès au Sénat au début des années 1970. Il n'y a eu aucune tentative de poursuivre la destitution après que Nixon ait quitté ses fonctions. Un autre cas de figure remonte à 1876. Dershowitz évoque l'échec de la tentative de destitution du secrétaire à la guerre. Dans ce cas, le Sénat a finalement décidé qu'il n'avait pas le pouvoir de juger quelqu'un qui avait démissionné. Il ajoute qu'ils ne peuvent pas traduire en justice le citoyen Trump et si cela était possible, les conséquences seraient désastreuses. Il pourrait être utilisé contre tout futur candidat à la présidence qui se présenterait contre le parti élu. Par ailleurs, le sénateur Lindsey Graham exhorte le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, à ne pas procéder à une mise en accusation qui, selon lui, serait un acte inconstitutionnel de vengeance politique qui ne ferait que retarder la réconciliation de la nation. Le président élu Joe Biden prévoit de faire passer des décrets et de faire adopter de nouvelles lois au cours de ses 10 premiers jours de mandat. L'équipe de transition de Biden a présenté ses plans pour les 10 premiers jours au pouvoir, y compris le retournement de certaines politiques de Trump. Le premier jour, il prévoit de prolonger la suspension des paiements des prêts étudiants et des intérêts, rejoindre l'accord de Paris sur le climat, révoquer l'interdiction de voyager pour les pays qui représentent une menace terroriste pour les États-Unis, lancer un défi du masque sur 100 jours, cela nécessitera le port du masque sur les propriétés fédérales et pour les voyages entre États, et étendre à l'ensemble du pays l'interdiction des expulsions et des saisies. Cela devrait avoir un impact sur 25 millions d'Américains. Le deuxième jour, il prévoit de signer des ordonnances visant à ralentir la propagation du virus, notamment en étendant les tests, en renforçant les normes de santé publique et en abordant la question de la réouverture des écoles et des entreprises. Le troisième jour, il prévoit de prendre des mesures pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs. Également, à son ordre du jour, des mesures pour faire respecter, je cite, l'équité et soutenir les communautés de couleurs et autres communautés mal servies. Le nouveau chef de cabinet de Biden déclare que les actions seront audacieuses, mais que la théorie sur laquelle elles reposent est bien fondée. De nombreuses personnes accusent les plateformes de médias sociaux de censure suite à leur décision d'interdire le président Trump. Un vétéran américain et candidat au Congrès de Californie nous a donné son point de vue sur la situation. Les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook ont récemment suspendu le président Donald Trump et des responsables du Parti républicain, affirmant qu'ils incitent à la violence et violent les conditions d'utilisation de leurs services. Joe Collins, un vétéran de la marine depuis 13 ans et candidat au Congrès de Californie, nous fait part de ses réflexions. Je pense que les entreprises technologiques ont trop de pouvoir en ce moment. Elles peuvent faire à peu près tout ce qu'elles veulent et elles sont protégées par l'article 230, ce qui n'est jamais une bonne chose car cela leur donne la possibilité d'agir de manière non éthique. L'article 230 protège les médias sociaux et leurs utilisateurs contre la responsabilité de restreindre les contenus obscènes, grossiers ou excessivement violents ou jugés répréhensibles, qu'ils soient ou non protégés par la Constitution.
Une société privée reste une société privée. Et quand vous avez une société privée, vous avez la possibilité d'interdire à qui vous voulez de faire partie de votre société privée. Cependant, je ne pense pas que les sociétés privées devraient avoir ce droit si elles sont protégées par le gouvernement fédéral. Collins pense aussi que les entreprises technologiques ne respectent pas les règles de liberté d'expression et que la désinformation des médias est un problème majeur. Si vous n'aimez pas quelqu'un, et que les grands médias ont la capacité de le dépeindre sous un mauvais jour, comme ils l'ont fait avec le président Trump et beaucoup de conservateurs et de républicains, au cours de ces 4 dernières années, ce n'est pas nécessairement juste, et je pense qu'ils devraient être condamnés à payer une amende pour avoir diffusé des fausses informations. Il explique que dans l'armée, ils font le serment de défendre la Constitution et les États-Unis contre les ennemis étrangers et nationaux et de traiter équitablement tous les Américains. Mais nous avons également fait le serment de promouvoir un traitement équitable pour tous les Américains. Et cela signifie que quelle que soit la partie du spectre politique dans laquelle vous vous trouvez, vous méritez toujours d'être traité équitablement. Peu importe votre religion et votre origine. Vous savez qu'il s'agit simplement de traiter les gens de manière équitable. Selon Business Insider, Facebook et Twitter ont enregistré une perte combinée de 51 milliards de dollars en bourse depuis que leurs plateformes ont interdit le président Trump. Les ambulanciers de Los Angeles ont fait savoir qu'ils se sentaient épuisés en raison du grand nombre de patients atteints du Covid qui doivent être transportés à l'hôpital. Le plus pénible étant que les patients doivent attendre à l'extérieur pendant des heures avant de recevoir un traitement. Los Angeles est le nouvel épicentre de la pandémie aux États-Unis et il pousse les équipes d'ambulanciers au bout de leurs limites. Le nombre d'appels pour venir en aide aux patients a en effet explosé. Une ambulancière a déclaré qu'elle travaillait 24 heures sur 24. Tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué, on gère les appels, on veut aider les gens, mais nous faisons déjà le maximum. Une fois que les équipes ont transporté les patients à l'hôpital, le problème ne s'arrête pas là. Dans de nombreux hôpitaux de Californie du Sud, les patients attendent dehors pendant des heures en raison de la saturation des urgences et des unités de soins intensifs. On attend que nos patients soient admis pour descendre la civière. On attend entre 2 à 3 heures. Donc, ça peut être un peu stressant, mais à la fin de la journée, vous savez, tant que tout le monde rentre chez lui en toute sécurité, l'objectif est atteint. Pendant ce temps, les appels continuent d'arriver. Les opérateurs du dispatching disent qu'ils ont l'impression de jouer aux échecs. Ils disent devoir être stratégiques quant à l'endroit où envoyer les ambulances pour s'assurer qu'elles atteignent les patients le plus rapidement possible. En 30 ans, je n'ai jamais vu un tel volume d'appels. Même avec les émeutes, ce n'était pas comme ça. Il leur est arrivé d'avoir 9 appels en attente en même temps. Tout le monde à tous les niveaux a été touché par cette situation. Donc je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est d'avoir les mains liées jusqu'à ce que quelqu'un se libère pour prendre l'appel. La Californie est l'un des États qui a connu la plus forte augmentation depuis novembre. 33 000 nouveaux cas ont été confirmés mardi par les responsables de l'État, ce qui amène le total à 2,8 millions de cas. Certaines villes chinoises ont un taux d'infection plus élevé que d'autres. À présent, les chauffeurs de poids lourds et d'autres citoyens de ces régions commencent à être victimes de discrimination. Un nouveau type de discrimination apparaît dans certaines régions de Chine. Elle vise les camionneurs de la province du Hubei ou ceux qui ont une plaque d'immatriculation de la même province. La crainte vient du fait que certaines régions de Chine sont étiquetées comme présentant des risques plus ou moins élevés d'infection par le virus. Monsieur Chi et son père disent en avoir fait l'expérience en transportant des marchandises de Hubei à la province de Liaoning au début du mois. Le personnel d'une station-service locale de Liaoning a demandé au père et au fils de partir immédiatement, et ce, bien qu'ils aient tous deux un bilan de santé irréprochable et qu'ils puissent prouver que les résultats de leurs tests sont négatifs. La ville natale de Chi n'est pas non plus considérée comme une zone à haut risque. L'inquiétude de contracter une maladie a tellement empiré qu'il existe même une stigmatisation entre les personnes d'une même province. Chi n'a pas pu trouver d'endroit où loger à Tangshan, une ville située également dans la province de Hubei, et ce malgré le port de masques et des résultats négatifs aux tests de dépistage du virus. Nous avons trouvé un petit motel à 23h30, mais le personnel ne nous a pas permis d'y passer la nuit parce que ma carte d'identité montre que je suis de Hubei. Nous n'avions pas d'autre choix que de dormir dans le camion, par un froid glacial de -17 ou 18 degrés.
Les supermarchés locaux leur sont également interdits, cela signifie qu'ils ne peuvent même pas acheter de la nourriture ou un équipement pour se chauffer. Selon le régime, une centaine de régions de Chine présentent un risque de contamination de niveau moyen depuis vendredi. Le Hubei est la région la plus concernée. Un district de la province présente même le risque d'infection le plus élevé du pays à l'heure actuelle. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.